Bonjour à tous. Donc là, je pense que ça a marché. Nous sommes en live, en direct, avec mon collaborateur et ami de toujours, Alexandre. Et nous avons un invité aujourd'hui, qui est Pierre. Bonjour à toi, Pierre. Bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, nous allons discuter de pas mal de choses, notamment de Framer et d'un peu de tout, ce qui va autour aussi également. Là, je regardais juste l'heure, on est un tout petit peu en avance, donc on va pouvoir, pourquoi pas, continuer la discussion qu'on avait avant avec Alexandre et Pierre au sujet de PageSpeed, c'est ça, de tester un peu où on le voit après. En fait, on peut comme vous voulez, messieurs. Comme on fait d'habitude, c'est qu'avant que les gens ils arrivent vraiment, on fait des petites news de Silex, des trucs qui n'ont pas vraiment. Oui. Et après, on fera la présentation de Pierre, du coup, quand il sera écart. Ok. Bonne idée. Alors, je vais mettre ton partage d'écran, Alexandre, pour avoir des news de Silex. Et le voilà. Tout à fait. Alors, donc en fait, comme à chaque fois, je reprends le mastodon de Silex, mastodon qui est une sorte de Twitter en mieux. Et sans pub surtout. Et donc, et ben voilà, là il y a un petit article sur l'open core en fait, qui est un business model qui prétend être open source et qui n'est pas du tout open source et qui n'est pas reconnu par les vrais puristes de l'open source ou même des gens qui ne sont pas très puristes comme la FSF, qui disent que c'est un peu de l'arnaque, donc il faut faire attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes sur le chat ou toi Pierre si tu as envie d'en savoir plus. On a ici... Ouais. Oh, vas-y, si tu veux m'expliquer. Est-ce que tu vois je ne connais pas. Ouais. Bon. Ouais, ok, bah vas-y. Bah alors l'open core, c'est un business model qui est qu'en fait, il y a une base open source du produit. Et après, il y a des versions propriétaires, des features propriétaires. Donc, les meilleurs exemples de ça, c'est par exemple Mattermost, c'est par exemple, il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs, NoCodeDB, il y a plein de trucs en open core. En fait, la plupart des outils no-code open source sont open core. Donc, en général, ça se passe très bien au début, et puis après, ça part progressivement en couille. Et c'est un peu lié intrinsèquement au modèle. Par exemple, Mattermost, en ce moment, là, il y a Framasoft, qui est quand même en qui on a confiance, et qui dit que là, de plus en plus, Mattermost, il se referme, et il y a des features qui passent dans la partie payante qu'on attendait dans la partie gratuite, et enfin la partie ouverte. Et voilà, c'est pas juste payant ou gratuit, c'est vraiment ouvert, fermé, quoi. Ça veut dire que du coup, on sait pas du tout ce qu'ils font avec les données des gens et tout, et c'est hyper grave dans le cas de Mattermost, par exemple. Et dans le cas des bases de données comme NoCoDB ou des trucs comme ça qui sont des alternatives à Airtable, je crois, en propriétaire. Et ben oui, parce que tu sais pas ce qu'ils font avec tes données, c'est un peu dommage si tu as des clients qui font du médical, par exemple, on peut s'inquiéter, quoi. Voilà. Donc ça c'est open core, et donc ils se disent qu'ils sont open source parce que la base est open source, mais en vrai si tu considères le produit dans son ensemble, il n'est pas open source, et donc du coup il est considéré comme du faux open source. Et voilà, c'est l'open. Odoo, ce serait un open core ou pas? T'as dit quoi? Odoo. Odoo. Alors, je connais pas très bien Odoo, mais je crois qu'eux, ils sont vraiment open source. Ce qui est payant, c'est des plugins, des trucs vraiment accessoires, je crois. Mais bon, c'est vrai que la frontière dans ce cas-là est peut-être floue. Moi, dans mon esprit, Odoo, ils vendent du support. Ils sont un peu comme Red Hat ou comme des boîtes basées sur l'open source, mais qui vendent que du service, en fait. D'accord, c'est parce que je crois que voilà, tu peux en gros toi installer toi-même Odoo, et si tu veux pouvoir utiliser Odoo Studio, qui va avoir en fait plus de personnalisation, tu vas devoir payer. Ok, open core. En général, quand tu vois Studio ou version communautaire, version pro ou des trucs comme ça, c'est BIM, c'est open core.
Ouais. Donc, c'est dangereux, en fait. Au départ, ça se passe bien. Et puis, les investisseurs, comme dans toutes les startups, puisqu'en général, c'est des gens qui lèvent des fonds. Et donc, c'est des startups, en fait. Et, voilà. Bref. Il y a pas mal de trucs dans le no-code qui sont... Il y a Strapi, qui est français, qui sont vraiment cool, mais bon, jusqu'au jour où ils le sont moins, quoi. Voilà, là il y a des petites discussions, il y a une vidéo sur le no-code avec Silex, N8N, NoCoDB, donc des automatisations Silex avec d'autres outils. Donc N8N par exemple et NoCoDB et GitLab sont tous les trois open core. Voilà. Donc GitLab c'est un peu spécial parce que c'est une boîte, c'est plus du tout une startup, ils sont déjà gros, ils ont fait leurs preuves et tout, il y a une énorme communauté derrière. A priori, s'ils partent dans l'open core méchant, enfin négatif, ben, il y aura une communauté suffisante derrière pour faire un fork. Voilà. C'est ce qu'on se dit. Donc Silex est basé sur GitLab. Donc, après, on peut faire sans GitLab du Silex, mais tu vas voir que c'est quand même plus facile avec GitLab derrière, parce qu'il t'offre l'hébergement et tout. Ça, c'est cool. Donc là, il y a une feature request, donc on peut aller sur roadmap.silex.me pour voter. Je vous invite à le faire parce que c'est pour qu'il y ait des features d'accessibilité dans Silex. Et ça, ce serait bien cool parce qu'on peut déjà faire de l'accessibilité dans Silex. Nous, on le fait là chez Internet 2000. Mais il n'y a pas des trucs qui te disent warning, attention, ce que vous avez fait, c'est pas accessible. Ce qui fait que du coup, personne ne fait de l'accessibilité, je pense. À part nous. À part ceux qui vraiment le veulent, quoi. Là, il y a une autre feature request sur laquelle on peut aller voter et qui rejoint un peu l'accessibilité, qui est qu'on puisse accéder à Silex en plusieurs langages. Là, il est en anglais et un tout petit peu en français par moment. Voilà, pour les gens qui ont un navigateur en français. Et encore une feature request pour qu'on peut... Bon, ça, on s'en fout. Voilà, les sitemaps. Donc là, il y a une nouveauté qui est un plugin sitemap qui te permet de générer des sitemaps à partir de n'importe quel CMS quand tu fais du Silex. Donc ça, c'est assez cool. Ça veut dire que même si tu as un WordPress ou tu as n'importe quel truc derrière, ça va te créer tu vois, même une base de données, justement, NoCoDB ou je sais pas quoi. Ton site Silex, il aura un sitemap. La sitemap, vous devez la faire jusqu'à présent manuellement ou pas? Alors avant ça, tu étais obligé de le faire comme tu veux. Avant ça, c'était comme tu veux. Voilà, tu te démerdes. Okay. Mais depuis ça, en fait, bon, voilà, là, tu as une ligne à ajouter dans un fichier, on pourra te montrer tout à l'heure, et ça génère du coup automatiquement le sitemap. Mais avant ça, personne m'avait vraiment... je crois qu'il y a un gars qui m'a demandé sur les forums, et c'était justement le genre 2 jours avant que je sorte le plugin. Et du coup, je lui ai dit comment faire avec le plugin. Ok. Voilà. Alors, il y a une nouvelle release sur Silex, donc il faut aller le tester sur canary.silex.me, qui est la version en avance qu'on va regarder aujourd'hui. Et voilà, il faut tester parce que après, moi, en fait, j'ai très peu de retours. Du coup, je corrige aucun bug et je les mets en prod. Et là, tout le monde me tombe dessus en disant que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas gentil. Voilà. Et là, l'EMI, alors il y a un truc, c'est quoi ça? Oui, c'est une autre feature request pour Silex Desktop. On a même un budget pour ce truc-là, s'il y a des freelances qui sont chauds. Il faut parler sur les forums, il faut avoir fait au moins une petite contribution Silex, et il y a plein de petits trucs à faire pour juste prouver que la personne sait coder, puis sait s'intégrer dans le truc. Et après, on a un peu de budget pour faire la version Silex Desktop, qui est un Silex en local, du coup, qui permet de brancher, par exemple, des CMS qui sont que en local avec des fichiers, comme les trucs de Netlify ou des CMS sympas comme j'ai oublié son nom, qui manipule des fichiers en local. Et en tout cas, on peut aussi brancher du WordPress, mais du coup, tout le build a lieu en local et tout, c'est plus rapide, c'est mieux, c'est plus sympa. Donc, il y a plein de gens qui ont voté pour ça déjà. Et c'est pour ça qu'on a un budget pour le faire. Voilà. Là, il y a encore une nouvelle release Silex. Là, je les ai un peu enchaînés. J'avais déjà corrigé quelques bugs, donc j'ai remis une pré-release sur Canary. Voilà. Et puis, voilà, là, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ah oui, non, pas du tout. Il y a encore une petite news. Il y a des graphes. C'est moi qui les ai postés. Il y a des graphes sur voilà, le nombre de users actifs depuis la mise en ligne de la V3. Donc, vous voyez que là, ça a beaucoup pris de l'ampleur.
Et c'est depuis. En fait, c'est juste que les gens restent plus longtemps sur l'outil et qu'ils commencent à vraiment faire des gros sites dessus. Parce qu'en fait, là, on voit le nombre d'utilisateurs par semaine. Il n'y en a pas plus, voire même il y en a un peu moins par semaine. Mais il y a plus d'utilisateurs parce qu'en fait, les gens reviennent et ont adopté l'outil, quoi, je pense, là, maintenant, on peut le dire. Il y a 30 000 comptes qui ont été créés sur la V3 depuis fin 2024, depuis la fin de l'année dernière, quand on a sorti la V4. Et puis voilà, et puis là, je mettais un truc, est-ce que les gens, ils sont intéressés par... il y a des super trucs pour héberger des sites de manière un peu... C'est entre le réseau social et l'outil pour faire des sites, c'est NeoCities. Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là. Il y a plein de fans qui font des sites super old school avec, et c'est assez marrant, et on pourrait très bien le faire avec Silex. Voilà, on peut déjà le faire avec Silex. Il suffit d'exporter un zip dans Silex et puis du coup de le mettre dans ces outils et ça, voilà. Et après les gens ils viennent voter pour ton site et tout, c'est marrant. Ouais, c'est ça, c'est le système qui marche avec des zips, c'est ça, ça te fait, tu peux envoyer un zip et le zip il te le dézip et il te fait un site. Ok, ça on l'utilisait, je crois, notamment avec Silex, on peut exporter en zip et du coup on le lançait sur NeoCity et le site on l'avait en ligne tout de suite. Ouais. C'était pour ça me rappelle quelque chose. Ouais. Exact. Ouais, voilà. Et les gens, ils créent des sites un peu foufou, quoi. Tu vois, des trucs genre à l'ancienne un peu. Je sais même pas lequel choisir. Ils ont l'air tous tellement fous. Voilà, des trucs un peu comme ça, quoi. Graphiquement un peu différent de ce qu'on a. Donc voilà. Mais personne m'a répondu, donc je suppose qu'en fait, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est clair. J'ai pas dit que je recommande de faire ça, mais en même temps, c'est marrant. Donc finalement, ça dépend quel est l'objectif, quoi. Voilà. Voilà, et donc c'était les news de Silex. Et donc là, non, il y a une dernière news quand même. Allez, c'est que en fait le studio, là, Internet 2000, dans lequel on bosse avec Brice, on cherche des projets pour l'été parce qu'en France c'est un peu calme en ce moment et en particulier pendant l'été. Et donc voilà, il y a des liens sur ce qu'on fait. Si quelqu'un connaît une boîte qui a besoin d'un site, même une asso en pro bono, finalement, ce serait possible. Tout est envisageable, faut nous dire. Voilà, et là j'ai mis un exemple de site qui a été produit avec Silex récemment par nous et qui est assez sympa. C'est une boutique faite avec Silex d'ailleurs, voilà, qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai un ordi un peu old school, donc il a une drôle de tête, mais c'est normal. Voilà, c'est parce qu'il est gros sur mon écran, très très gros même. Hop, et voilà. Et donc, du coup, vous pouvez acheter des produits. Donc, nous, on fait souvent des trucs quand même avec un impact positif. Donc là, c'est des huiles éco super respectueuses de vous et de l'environnement. Il faut aller voir. En plus, c'est sympa comme produit. Et donc, on a fait ça avec Snipcart derrière. Donc, il y a un petit panier qui est assez design ici. Il y a, voilà, on peut acheter des produits comme ça, ajouter au panier. Chaque produit a sa page produit. Et puis, il y a un back-office qui est du WordPress, je pense, et qui leur permet d'administrer leurs produits, tout dans le CMS, quoi. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas d'autres back-office juste pour les produits, pour la vente et tout, c'est tout dans le WordPress, mais ça se branche super bien avec Silex en fait. C'est Snipcart qui nous permet de faire le panier. Voilà. Et on a un score d'éco-index B. C'est pas mal ça. Pierre, qu'est-ce que tu en penses du score éco-index B pour une boutique? Pour une boutique, je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur du e-commerce. Surtout avec Framer, c'est pas vraiment la plateforme que je recommanderais. Non, c'est pas fait pour tout, Framer. Ok. Et je sais on va en parler justement. Ouais. Par rapport à Shopify, c'est bien ou pas, selon toi? Oui, avec Shopify, j'en sais rien. En fait, le problème d'un Shopify, c'est pas vraiment la partie vente en ligne, c'est que la partie site, elle est, elle va pas, ils vont pas avoir des bons scores, ils auront pas du B avec un Shopify normal, ouais. Okay. C'est sûr. Mais après, tu fais du Shopify en headless, là, ouais, carrément, tu peux avoir des bons scores. Ou bien WooCommerce, c'est pareil, quoi. WooCommerce en headless, oui. WooCommerce avec juste du WordPress, non, quoi.
ça te donnera des scores de merde. Et puis, ça consomme énormément parce que l'éco-index, donc ça, c'est un truc on a commencé à discuter avant le live et on s'est dit, ouais, il faut qu'on s'arrête. Mais l'éco-index, en fait, il ne mesure pas du tout ce qui se passe sur le serveur. Et dans le cas de Shopify, on ne sait pas ce qui se passe sur le serveur parce que c'est chez eux. Et dans le cas de WooCommerce, c'est du WordPress et WordPress, c'est infâme, quoi. Ce qui se passe sur le serveur, c'est dramatique, quoi. Donc, du coup, si on le mesurait, ils auraient des scores vraiment encore bien pires. Voilà. Et Pierre, tu peux peut-être nous dire ce que tu fais, quoi. Et il est l'heure. Attends, on va faire les présentations. C'est l'heure. Bienvenue à tous. Allez. Il y a Alex, quelqu'un que tu connais qui est arrivé, qui s'appelle Virtual Code, qui est un fidèle auditeur. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons donc Pierre Caloubayard. Donc, je ne sais pas si... présente-toi, Pierre, allons-y. Ok. Moi, à la base, je suis plutôt du secteur de la construction. Même si vous êtes architecte, donc c'est vraiment architecte construction. J'ai rien à voir avec le secteur de l'informatique. Et j'ai découvert le no-code il y a de ça 4 ans, à peu près, 4-5 ans, durant le Covid. J'ai découvert un petit peu par nécessité parce que, en gros, j'étais dans une boîte dont le directeur de la filiale est parti durant le Covid. J'ai dû le remplacer et l'entreprise était familiale et pas forcément très à l'aise avec les outils informatiques. Et on a eu 2-3 personnes en moins sur toute la France. Il a fallu trouver des solutions et moi, j'ai pu trouver des solutions à travers des petits outils informatiques, des petites applications déjà faites, très simples, mais je restais quand même un petit peu frustré de ne pas avoir plus de maniabilité, d'agilité. Et du coup, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé qu'il existait le no-code, donc une façon pour moi de pouvoir peut-être, sans avoir un background informatique, de pouvoir faire des choses beaucoup plus sur mesure, qui correspondent vraiment aux besoins métiers de l'entreprise. Donc voilà. Avant de me lancer, j'ai tâtonné d'ailleurs sur No Code France. C'est comme ça que j'ai découvert No Code France. Je me suis connecté, je pense, 1 mois sur No Code France et je n'y suis pas retourné. Il faut que je revienne. Et j'ai connu Alex. C'est là-bas que j'ai connu Alex, qui m'a motivé à me lancer. Et bizarrement, il m'a pas forcément lancé sur Silex. On en reparlera peut-être. Moi, j'ai été plutôt intéressé par Bubble et Framer, partie pour faire plutôt de la web app et l'autre de la landing page. Et voilà. Donc, ça fait très peu de temps que je me suis mis à mon compte. Maintenant, je suis freelance. Et voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Je ne sais pas si vous voulez en savoir plus. Oui. C'est suffisant pour l'instant. Très bien. Ouais, carrément. En fait, peut-être qu'on peut te montrer, du coup, te faire une démo de Silex. Un truc vite fait, parce qu'il y a quand même, là, il y a quelques personnes sur le chat qui connaissent. Et après, peut-être, je pourrais reprendre la main et expliquer pourquoi je ne lance pas les gens sur Silex en général. Quand on me demande, je leur dis c'est une très bonne idée de se mettre en free, mais en général, je leur parle pas de Silex. Et je peux expliquer pourquoi après. Ok, alors faisons ça. Je ne sais pas si tu voulais te présenter, Alexandre, mais je pense que Pierre te connaît. Tu t'étais déjà présenté. Vu qu'à chaque fois, on se présente à chaque début d'émission, je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Mais en tout cas, l'outil Silex, Alex, il le développe depuis une quinzaine d'années. Donc, du coup, il y a eu plein d'évolutions. Et c'est un outil qui commence à être bien étoffé, avec plein de fonctionnalités. Et ça évolue toujours. C'est ce qu'on regardait, du coup, avant vraiment que le live commence. Il y a toujours plein de nouveautés. Donc ça, je ne sais pas si vous voyez l'interface. Donc ça, c'est l'interface de Silex. Pour y rentrer, en fait, c'est greffé. Ici, en fait, on voit tous nos projets qui sont gérés depuis GitLab. Et donc, on a une petite interface graphique pour retrouver tous nos projets. Et ça, donc, c'est l'outil Silex. Donc, on va retrouver de façon assez classique des calques avec tous nos éléments.
On va retrouver en haut à gauche, on va pouvoir designer différents breakpoints, donc plusieurs affichages différents entre desktop jusqu'à mobile. Sachant qu'à chaque fois qu'on va effectuer des modifications en mode mobile sur du code CSS par exemple, ça va créer le code juste pour le mobile tout simplement. Ça c'est assez cool. Donc la partie centrale, c'est tout ce qui va être l'aperçu en direct de nos éléments. Et sur la partie droite, donc on va avoir à la fois tout le CSS, tous les éléments CSS qu'on peut attribuer aux différents éléments. On va pouvoir, ça c'est la version justement qu'Alexandre a développée, il y a des nouveautés dessus, donc je ne connais pas encore tout à fait bien, mais on a notamment maintenant, on va pouvoir avoir des pseudo-classes et des relations pour traiter tout ce qui est, par exemple, là on a un over, mais je pense que ça marchera pas parce que nous, avant on le faisait en code, donc à mon avis ça va pas marcher, mais en gros, si on veut styler le CTA-BTN là qu'on a sélectionné en over, eh ben on met ici, on peut sélectionner du coup une pseudo-classe et modifier les éléments voilà, en direct. Mais donc ça, c'est ce qu'on pouvait déjà faire avant, mais maintenant on peut aussi rajouter des relations. Donc en gros, dire que ce bouton il est à l'intérieur d'un autre et quand on survole le premier, ça agit sur celui qui est à l'intérieur. Donc c'est un petit peu compliqué comme ça à expliquer. Mais en gros, c'est la grosse nouveauté. Voilà. Et ça, ce genre de code, avant, on le mettait ici, donc à gauche. On va retrouver différents éléments comme le SEO. Et là, on voit que le SEO, il est dynamique. Mais de base, on peut le rendre statique. Voilà, rentrer différents éléments. Ça, c'est pour tout ce qui va être partage. Quand on partage une page, on peut attribuer un titre, une description et une image. Et on avait ici du code. Donc, c'est ce code-là qu'on a, avec l'outil d'Alex, qu'on a essayé de diminuer. Ça, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas styler directement avec l'outil Silex. Voilà. Donc, on peut toujours mettre du code, mais bon, c'est de moins en moins nécessaire, voire normalement plus très nécessaire. Et la partie à droite, on va retrouver donc les ID, les types de containers, différents liens, et on peut aussi le rendre dynamique. Par exemple, là on voit qu'on a été chercher ça c'est relié à Squidex, donc c'est ce que j'ai pas montré. Je vais remonter. Ici on peut coupler un data source, c'est-à-dire qu'une source externe qui va nous permettre du coup avec la technologie GraphQL, c'est ça Alexandre, d'agréger en gros un CMS, donc ça peut être WordPress, Squidex ou Strapi ou d'autres, tous ceux qui acceptent, je crois, GraphQL. Et donc en gros là on l'a couplé à Squidex que j'ai ici. Et en gros dans Squidex, on a créé des schémas et des contenus, mais en gros ici on crée nos pages. Et lui, par exemple, on lui dit, donc une fois qu'il est, là on voit qu'il est relié, une fois qu'ils sont donc reliés ensemble, on peut lui dire d'aller chercher, tel élément, et là on va retrouver tous nos éléments qu'on a dans Squidex. Voilà. En gros, là, il y a pas de CMS intégré à Silex, du coup, directement. Non, c'est pareil, d'accord. Je crois Silex, il fait l'interface plutôt graphique. Ça nous permet de faire des templates, de designer vraiment toutes sortes de choses comme les pages 404, des blogs, on crée nous-mêmes nos templates et le relier à un CMS externe. Après, de base, Silex, lui, on peut juste éditer en statique des éléments.
Mais pour l'utilisateur, voilà, c'est des copier-coller. Il faudra s'il veut créer une page, il va falloir qu'il en crée ici. Pour des petites pages, pour des petits sites statiques, ça va. Mais par contre, quand on veut proposer ça à des clients où il y a plusieurs utilisateurs, voilà, on le relie à un CMS classique. D'accord. Et dans ce cas-là, il touche seulement au CMS, mais j'imagine. Voilà. Ils mettent jamais les mains à l'intérieur de Silex. Après, l'utilisateur, bah là, c'est pas super intuitif, mais en gros, voilà. Après, lui, il édite, il peut lui-même éditer ses textes, créer des nouvelles pages, etc. Ok. Et du coup, vu que c'est une technologie qui est fixe, est-ce que il doit automatiquement republier à travers Silex, ou est-ce que ça va s'actualiser automatiquement sur la page web une fois qu'ils ont sauvegardé ici, par exemple, dans le Alors CMS? nous, on crée notre template dans Silex. Ça passe par du coup GitLab. Alex, tu me coupes si les termes sont pas super exacts. Non, c'est bien ça. Et c'est une très bonne question d'ailleurs, Pierre, hein. Franchement, ça se voit que ça se voit que je suis pas du tout du secteur et que j'y comprends rien. Non, mais ça se voit que j'ai pas le jargon technique. Donc forcément. Après, une fois qu'on a construit bien notre template, tout se passe depuis le CMS. Et Alexandre, vu que c'est couplé à GitLab, il me semble que dès qu'il y a une modif, GitLab il peut savoir qu'il y a une modif et il la répercute. Mais Alex va t'expliquer. Voilà. Toi, en fait, c'est comme tu veux, tu paramètres ton CMS comme tu as envie. Donc, il y a un petit tuto dans la doc Silex. Soit tu mets un bouton dans l'interface, surtout pour WordPress, c'est facile. Tu as des plugins qui font déjà ça pour les WordPress headless, parce qu'il y a des plugins exprès pour le headless. Et dans ces cas-là, quand tu cliques sur le bouton, ça republie. Et soit sinon, c'est dès que tu changes quelque chose, ça publie, mais c'est un peu violent parce que tu changes. Des fois, tu n'as pas envie que ça publie tout le temps. Ouais, exact. Et voilà, ça a été une présentation. Et la publication, justement, peut-être Brice, tu peux nous la montrer vite fait, parce que quand la plupart des gens, ils commencent Silex, ils n'utilisent pas du tout de CMS, et ils peuvent quand même faire un site statique hyper vite, et quand tu publies, c'est assez cool, je trouve, le fait que ça te crée un nom de domaine et tout pour toi, un sous-domaine de GitLab. Si tout est gratuit, l'hébergement, c'est de super qualité, il n'y a pas de pub, pas de tracker, tu vois, vraiment... alors là, la publi, je pense que je sais pas si ça va marcher. Il me semble qu'il manquait des éléments. Je vais voir. On va essayer. Sinon, je vais rouvrir un. Ouais, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je vais ouvrir un autre site. Parce que ça, c'est le site sur lequel on bosse à plusieurs avec Alex. Et je suis pas sûr que la version que j'avais, moi, est. Oui, je l'ai mis. Ouais. Ça, c'est un autre site que j'ai fait. Donc, lui, il est plus classique, dynamique. Je pense que celui-là. Donc, on a une petite interface comme ça. Donc, on peut soit publier et ça publie sur GitLab, soit on peut exporter un zip, je crois. Je ne sais plus. C'est encore d'actualité, ça, Alex? Ou coupler un FTP. Ouais, zip ou FTP, ouais. FTP, ça envoie directement sur une adresse FTP. Ça te copie tous les... Voilà. Ouais. Donc là, on a une petite interface. Il nous montre où est-ce que c'est envoyé. Voilà. Donc là, il a envoyé un job. Ça, c'est le truc que personne n'a besoin vraiment de regarder. T'es pas obligé, quoi. C'est un peu violent, ça. Donc ça lance le job, ça construit du coup les pages. Et à la fin, on obtient ici du coup un raccourci vers la page qui est construite. Voilà. En gros, c'est ça. Tout simplement. Ok. Petite question du coup. Est-ce que c'est un écosystème fermé, on va dire, dans le sens où c'est une technologie fermée, ou est-ce que justement on peut exporter du code et l'utiliser alors déjà, je crois qu'on n'a pas parlé, mais du coup, c'est quel type de code? Moi, je suis pas du tout dans le code, mais est-ce quel type de code Silex? C'est codé en quoi? C'est véloce? C'est pas véloce? Vas-y. Bien. Alors, Silex, c'est codé en TypeScript. D'accord. C'est du JavaScript côté client et côté serveur.
Et les sites qui sont générés avec Silex, c'est que du HTML, CSS. Donc, c'est ce que montre la Brice. Tu as accès à tout, en fait, dans GitLab, si tu as envie. Donc, du coup, GitLab te permet aussi de faire du versionning, si tu as envie de revenir à une version précédente ou de marquer une version comme étant tel type, de faire des branches et tout. Voilà. Et à la fin, là, ce que montre Brice, c'est que Silex génère des templates dans public, mais surtout, une fois que le build est fait, en fait, ça met en ligne que du HTML, CSS. Que tu peux télécharger en zip. Alors, tu peux aussi faire des plugins Silex, puisque c'est open source et que c'est très modulaire, en fait. Il y a déjà plein de plugins dans ce qu'on a vu, en vrai. Et tu peux faire les plugins que tu veux. Du coup, tu peux vraiment... Nous, c'est ce qu'on a fait chez Internet 2000. C'est pour ça que nos sites, ils ont des bons scores aussi d'éco-conception et tout. C'est qu'on peut tout changer dans la manière dont le code est généré. Tu peux faire plein de trucs pour tes clients en fonction des besoins. Là, nous, on a des clients qui hébergent une partie du truc, par exemple sur Azure. Au lieu d'être sur GitLab, ils sont sur Azure, donc le truc de Microsoft. Voilà, il y a des clients qui hébergent juste le front. Donc, nous, ça build dans GitLab et puis ça va mettre le HTML, CSS sur leur serveur à eux qui se tourne chez eux, quoi. Voilà, ouais, c'est très ouvert. Tu peux construire, tu peux l'utiliser en ligne de commande, l'intégrer dans un fichier, dans un projet JavaScript, pour que, je sais pas, si tu as envie qu'on puisse éditer visuellement une partie de ton projet, tu peux faire vraiment plein de choses, quoi. Et donc, en gros, si, imaginons que Internet 2000 a créé une page web et que demain, ils veulent passer par une autre entreprise, un autre prestataire, le prestataire donc, doit être formé sur du JavaScript ou connaître Silex. Ou est-ce qu'il peut l'intégrer à une autre plateforme de construction ou pas? Alors, ce que génère Silex, en réalité, c'est un site Eleventy. Eleventy, c'est un website builder. Donc, effectivement, n'importe qui fait du JavaScript, en fait, ou même du web, peut reprendre le projet. Tu vois, tu as une ligne de commande, npm install, npm start. Et puis là, tu vois ton site. Voilà. Mais c'est pas vraiment le gros... Enfin, là, les questions que tu poses, personne les a, à ma connaissance, jamais posées, en fait. Pour l'instant, en tout cas, jamais posé ces questions-là. Donc, c'est intéressant. Sûrement que Virtual Code, lui, ça doit lui parler. Les développeurs, en fait, ça leur parle. Il faudrait que je fasse une petite vidéo où carrément on commence en ligne de commande, parce que c'est hyper simple. Tu fais npx, le Silex, et puis hop, ça lance Silex en local sur ton ordi. C'est assez cool. Mais personne ne se pose trop ce genre. Mais le côté, est-ce qu'on peut le reprendre? En fait, en général, nous, ce qu'on dit, ça, par contre, les clients le demandent, nous, ce qu'on dit, c'est Silex, c'est open source. Votre CMS, c'est votre CMS. Et donc, oui, vous reprenez ce que vous voulez comme vous voulez, quoi. D'accord. C'est sûr, tu peux pas le transformer dans un autre, l'importer dans un autre système de site ou quoi, j'imagine, vu que c'est statique. T'es pas comme un WordPress où tu te dis j'ai une base de données, je peux la. Enfin, en Marxi, là, il y a une base de données aussi. C'est plus au niveau de la base de données que je copier le contenu, quoi. Mais c'est plus ça qui. Ouais, mais c'est exactement comme WordPress. Si tu veux ouvrir ton WordPress dans un CMS qui n'a rien à voir, c'est pas possible non plus. Mais voilà. Là, et pour. Ça coupe, je crois, Alex. Pour répondre aussi à la question d'avant, qui est pourquoi est-ce que je t'ai pas dit, Pierre, au début, tu te lances en free. Vous êtes là? Ouais, c'est bon. C'est revenu. Vous êtes toujours là? Ah oui. Ouais. Un peu. Si. Il y a un décalage. Ouais. Oui, c'est revenu. La raison pour laquelle, Pierre, je t'ai pas lancé sur Silex tout de suite, c'est qu'en fait, Silex, il y a une vraie courbe d'apprentissage, un peu comme Webflow, quoi. Il y a même peut-être plus dur que Webflow. En fait, en gros, quand tu apprends Silex, c'est ça qui est bien, mais c'est ça qui fait que quand tu es débutant, c'est pas forcément mieux. En fait, quand tu fais du Silex, en vrai, tu fais de la programmation visuelle. C'est-à-dire, tu fais du HTML, CSS visuellement. Donc, tout ce que tu apprends dans Silex, ça te servira si un jour tu te mets au code. Et si tu connais le code, tu connais Silex en vrai. Tu vois, il n'y a rien de spécial à apprendre à part où cliquer, mais bon, c'est vraiment pas sorcier, quoi. Voilà. Donc, c'est les côtés positifs, mais la courbe d'apprentissage, si tu pars vraiment de zéro, elle est hyper violente, quoi.
Voilà. Vaut mieux partir sur un framer, je pense, ou un truc un peu commercial, quoi, qui sera. Parce que eux, leur intérêt, c'est aussi que tu restes chez eux. C'est pas toujours justement. de. Ouais. Voilà, c'était ma question de savoir si Silex, justement, on pouvait l'exporter, ensuite le code, et on pouvait sortir de l'écosystème de Silex, si besoin, par exemple. Voilà. Donc, je vois que mais oui, donc ça, on peut. Hein. Ça, on peut. Ok. On peut avec un projet, mais surtout, on peut avec ses connaissances. C'est-à-dire que non seulement ton projet, effectivement, à la fin, c'est du HTML, CSS, mais surtout, tout ce que tu as appris, tu peux aller le faire ailleurs en JavaScript, quoi, ou en HTML, CSS, en fait. Okay. Et donc, là, ce qu'a montré Brice, tout ça, à la fin, ça donne un site statique. Et c'est pour ça aussi, je pense que à la fois, il y a des cas d'usage où ce sera mieux de faire du Silex, je pense, que du Framer ou du Webflow ou tout ça, parce que ton site statique, déjà, tu l'héberges partout, il ne coûte rien à héberger, tu peux le mettre sur de l'énergie renouvelable sans problème, puisque tu maîtrises ton hébergement. Donc, tu peux avoir des bons scores aussi, des conceptions, mais qui ne sont pas que du blabla, parce que Webflow, même si à un moment, tu peux réussir à faire d'avoir un bon score carbone, vu que c'est des trucs qui mesurent que le front-end. Alors, en Webflow, en fait, tu n'y arriveras jamais, d'ailleurs, parce que c'était trop gourmand, même juste le front-end. Mais même si tu y arrivais en Framer ou en Webflow, tu ne sais jamais ce qui se passe sur leur serveur. Donc, tu ne pourras jamais mesurer. Probablement qu'ils sont à de l'énergie qui n'est pas green du tout, parce qu'en général, ils sont chez Amazon. Et Amazon, c'est le pire. Et donc, voilà. Donc, du coup ça, c'est un truc. Silex, c'est pas que du. Enfin, c'est vraiment. Si tu fais de l'éco-conception, tu fais client et serveur. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc après, il y a peut-être des cas d'usage où avec Framer, ce sera mieux. Par exemple, si tu veux faire du dynamique, donc tu veux que ton client final, là, ton internaute, il ait son compte, qui crée. Je pense que tu peux faire ça dans Framer, je pense. Non, tu peux le faire avec des plugins, pas de façon native. Framer, ouais, vraiment, je pense que c'est. Bon, je ne sais pas si on en parle maintenant, des cas d'usage de Framer, de Bubble, je pense que c'est peut-être pas la peine d'en parler, et peut-être du coup de Silex, mais je recommanderais Framer pour la landing page basique, pour pouvoir tester des nouveaux projets, ou pour faire des portfolios, des blogs, mais pas trop pour sortir de ces usages-là. Généralement, on trouve maintenant des sites Framer qui sont couplés à des applications soit faites par exemple sur du no-code type Bubble. Donc on a tout ce qui est la partie landing page et le blog dans Framer, et ensuite toute l'application sur Webflow, ou sur Bubble, ou alors directement type Perplexity. Perplexity, donc concurrent ChatGPT, utilise tout ce qui est blog et ses landing pages sur Framer, et ils ont développé à leur sauce, leur app derrière, je crois en React, une partie, et après, voilà. Et contrairement à Webflow, qui va peut-être essayer de faire un petit peu les deux, voilà, où on va pouvoir, on peut, en soi, on peut faire aussi de l'e-commerce. Il y a des plugins maintenant qui sont développés pour ça sur Framer, mais franchement, je recommanderais pas, si vous faites du e-commerce, passer sur Shopify plutôt, ou sur Silex. Mais ouais, l'intérêt, c'est surtout la vélocité, je pense, de pouvoir changer et de pouvoir ensuite être utilisé directement par les équipes de marketing. C'est très simple d'usage. Le CMS est directement intégré dans Framer, et très facile à changer. Si on veut changer un titre, faire un test rapidement en changeant le titre directement à partir de la version live, on peut avoir on a une sorte de menu qui le survole quand on est nous-mêmes identifié sur Framer, et automatiquement on peut changer en live le texte. Donc c'est très très simplifié pour les équipes de. C'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et c'est pas aussi le lourd. live editing, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc en gros les trois usages, trois cas d'usage, blog, landing page et portfolio. Sinon passer sur
d'autres solutions. Et pareil, dès qu'il y a ce qui permet, je pense aussi, de pouvoir quand même pas mal se développer, c'est que ce qui les intéresse, c'est de se connecter à travers les plugins aux applications qu'utilisent déjà les équipes de marketing. Donc, par exemple, Kit, je sais pas si ça vous parle, Kit, Mailchimp, tout ce qui va parler vraiment HubSpot, voilà, tout ce qui va parler aux équipes de marketing, pour pas qu'ils soient perdus, on va dire. Voilà, on peut connecter à toutes les grosses solutions du marché. Et voilà. Si on veut faire du sur-mesure, passer plutôt sur du Bubble. J'ai cru comprendre que Webflow, c'était pas forcément... C'était un entre-deux qui n'était pas forcément le plus efficace, mais je ne connais pas suffisamment. Sinon, je crois que tout ce qu'on peut faire sur Framer, Webflow le fait aussi bien, je pense. Ouais, ok. Mais les cas d'usage que tu as décrits là, c'est quand même un peu les mêmes que Silex. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est statique, en fait, est quand même bien. Mais par exemple, si tu veux faire un blog avec Silex, vu que tu dois installer un CMS à côté, ben, ouais, ce sera moins rapide, moins simple probablement. Par contre, tu auras des super scores, à la fois PageSpeed, EcoIndex, tous ces trucs-là. Et puis, c'est du vrai statique, tu le maîtrises. Nous, par exemple, pour une agence ou un freelance, ça a vraiment du sens d'héberger toi-même ton Silex, d'héberger toi-même ton GitLab, etc. C'est faisable, quoi. Et d'ailleurs, la maintenance, petite question qui vient de popper dans ma tête. Au niveau de la maintenance, est-ce qu'il y a besoin justement de faire de la maintenance, par exemple des plugins parce que j'ai une mini connaissance, par exemple, de WordPress. J'avais tenté de m'y mettre il y a de ça 10-15 ans pour créer mon propre site web. Et j'avais vu que chaque semaine, il fallait vérifier que les plugins étaient à jour, sinon le site pouvait crasher. Est-ce que c'est le cas sur Silex ou pas? Par exemple, pour faire la comparaison avec Framer, tout se fait automatiquement. Il n'y a pas à se préoccuper, il n'y a pas, justement, c'est même le plus, c'est que il n'y a pas de frais de maintenance. Voilà. Peut-être que la solution coûte plus cher, en effet, d'être souscrit à Framer, mais en soi, il n'y a pas besoin de dépendre d'un développeur ou d'une personne un peu technique pour mettre à jour. Là, tu n'auras pas besoin de mettre à jour si tu utilises v3.silex.me. Donc ça, c'est nous qui le maintenons et tout. Voilà, c'est moi et un contributeur, Olivier, qui est peut-être là. Mais par contre, ton CMS, si tu prends par exemple Labris, lui, il a choisi, on a choisi ensemble un truc qu'il nous montrait tout à l'heure qui s'appelle Squidex. Squidex, c'est pareil, c'est en ligne, c'est open source, c'est libre, c'est gratuit, jusqu'à un certain. Bon, il y a des limitations, mais voilà. Et c'est eux qui le maintiennent, c'est la version SaaS. Tu peux, pareil que Silex, l'héberger chez toi. Voilà. WordPress, c'est pareil, si tu le prends chez un hébergeur, ils vont peut-être s'en occuper, j'en sais rien. Mais voilà, donc en fait, c'est au choix un peu. Tu vois, c'est ça l'avantage de Silex, c'est que tu as vraiment le choix de comment tu l'utilises, de ce que tu fais avec, quoi. Voilà. Donc, si tu l'héberges chez toi, nous, par exemple, chez Internet 2000, on a notre version hébergée de Silex pour que ça évolue au rythme de ce qu'on veut, pour que, tu vois, qu'on ne soit pas en pleine prod et qu'il y a une nouvelle version de Silex. Ça, non, on ne veut pas ça. Et puis, parce que, voilà, on maîtrise notre truc complètement, quoi. Mais donc, nous, on doit faire de la maintenance, des CMS, de Silex, de GitLab aussi, parce qu'on héberge notre GitLab. D'accord. Ok. Et puis Framer, c'est... Ouais, pardon, on utilise WordPress en CMS, en effet, du coup, on met à jour on fait une maintenance sur WordPress qui nécessite pas mal de mises à jour. Mais l'avantage, c'est que vu que nous, on n'utilise pas WordPress pour l'affichage comme un thème classique, quoi. Nous, on prend vraiment la base. Nous, ça nous permet juste de construire, je pense, une sorte de base de données, la mettre à jour. Et visuellement, c'est Silex qui va juste chercher cette base. Donc, on est quand même moins soumis aux aléas d'un plugin qui pourrait faire en sorte que visuellement, le site ne s'affiche plus comme avant. Je pense que à ce niveau-là, c'est quand même, on s'évite pas mal de soucis à ce niveau-là.
Okay. C'est l'avantage. C'est vrai. Et d'ailleurs, même pour nos clients, en fait, on leur donne un accès VPN, tu vois. Donc, eux, ils ont accès au WordPress, mais personne sur Internet peut même accéder au serveur qui est sur WordPress. Nos serveurs sont que en réseau local, en vrai. Et du coup, au niveau sécurité, c'est blindé. Même si nos WordPress, on les mettait jamais à jour, il n'y aura jamais de problème puisque aucun hacker peut y accéder, quoi. Donc ça, c'est aussi, ça va aussi jusque-là, quoi. À la fin, comme c'est que du HTML, CSS, sur notre serveur, il n'y a rien, il n'y a même pas de PHP, pas de Node.js, rien du tout. Et du coup, c'est blindé, quoi. Au niveau de la sécurité, ça, c'est cool. Ouais. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous voulez fermer le... parce qu'on a commencé à en parler, puis on est parti. La partie sustainabilidad, j'ai oublié le terme en français. T'as dit quoi, la partie sustainability? Si, hein, ouais, le terme français, la durabilité, le développement durable, écologique. Ouais. Du coup, oui, par exemple, moi justement, c'est là où j'étais un petit peu frustré parce que quand j'ai pensé vers qui me focaliser quand je me lance en tant que freelance, mon intérêt justement est plutôt pour des entreprises qui vont avoir un impact positif sur l'écologie. Je pense que c'est surtout, ça vient de ma formation d'architecte, on est assez sensibilisé à ces thèmes-là. Et donc voilà, c'est plutôt des entreprises, que ce soit du secteur de la construction ou pas, qui cherchent à avoir un impact positif. Et c'est là où je me suis senti un petit peu bloqué, autant avec Bubble qu'avec Framer, voire un peu plus avec Framer. C'est qu'au niveau écologie, on n'est pas non plus au top du top. On n'a pas la possibilité donc du coup d'héberger sur des serveurs, des serveurs qui vont être plus... on a Alex qui a disparu. Et Brice, ton micro est éteint. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Moi, je coupe le micro parce que l'ordi il souffle. D'accord. La connexion est bonne. Alexandre, lui, comme souvent, il est loin. Et il est à Taïwan en ce moment. Donc, il va revenir. Là, je le vois, je le remets dans la piste. Il est de nouveau là, parmi nous. Désolé. J'ai entendu ce que tu disais. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais en gros, oui, on ne peut pas héberger sur des serveurs verts, on va dire. Ma seule option, mes deux seules options, c'est d'optimiser au maximum le site web. Après, est-ce que Framer est vraiment intéressant pour ça? Je ne pense pas. Et sinon, d'avoir mon nom de domaine hébergé, par exemple, chez Infomaniac, qui va avoir un impact un peu positif, voilà. Il est censé avoir un impact positif, mais sinon, voilà, je suis un peu bloqué là-dessus. J'ai réalisé, du coup, avant notre appel, des tests sur différents sites web, donc avec EcoIndex, donc ça, on en reparlera, donc sur ton site, Alex, donc A+, très bien, bravo, bonne élève, sur mon site à moi, donc qui est avec plein d'animations, même si c'est pas forcément le style que j'aimerais développer plus tard, mais bon, c'est pour pouvoir montrer que vu que je suis dans un autre domaine, je sais faire des animations si besoin, je peux envoyer des feux d'artifice partout, voilà. Et j'ai cherché rapidement un template assez simple sur la plateforme Framer, donc sur la marketplace de Framer, un template gratuit. J'ai aussi généré un test. Donc, je ne sais pas si tu veux partager mon écran et je vous montre ça en live. Alors. Et puis peut-être qu'on parlera ensuite de SEO. Donc c'est parti. Internet 2000, le bon élève. Et on pourra parler de souveraineté aussi, mais vite fait parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Ah, bah alors je me dépêche, Bon, Internet 2000, donc voilà, c'est du A+. Le mien, mon site web donc, a beaucoup d'animations. Et là, on est sur du E, même si on est au-dessus du Global Average, on est sur du E. Et sur, par exemple, un template assez simple de Framer. Donc ici, on peut voir que c'est bien du Framer. On est sur du B quand même. Donc c'est tout de même pas mal. Et ensuite, voilà, alors... pour terminer sur la partie usage et pourquoi c'est pas si grave que ça, je pense, surtout dans mon cas où je suis freelance et du coup il y aura peut-être, je reviens sur le mien,
peut-être qu'il va y avoir maximum 100 pages qui vont être vues sur ma page web par mois. Voilà, on n'est pas sur des émissions qui sont très très hautes. Voilà, bon, c'est quand même 114 cup of tea par an, mais c'est pas énorme. Hein. Je pense que Ouais, là, chez toi, ça va, mais le problème, c'est que tu vas faire des sites pour des clients et que eux, ils vont avoir beaucoup de trafic potentiellement. C'est ça. Je leur souhaite. Mais surtout, tu sais, le vrai problème de tout ça, c'est qu'en fait, EcoIndex, c'est bien pour comparer des sites, ça ne compare que le front-end. Okay. Donc, le problème de Framer, c'est que tu ne sais pas ce qu'ils font derrière. Et en vrai, alors, il y a deux vrais soucis. Il y a d'une, tu ne sais pas ce qui se passe sur leur serveur. Et du coup, ça, tu ne peux pas le mesurer. Et en fait, c'est la majorité du... Enfin, non, ce n'est pas la majorité, parce que les écrans sont quand même... Les écrans et les devices sont la majorité de la consommation. Mais quand même, ce qui se passe côté serveur, s'ils font n'importe quoi, comme ce que fait WordPress, ça peut être vraiment gourmand, quoi, en fonction aussi des règles de cache, etc. Voilà. Et l'autre problème, c'est qu'ils foutent des cookies, des trucs, enfin, tu vois, ils t'hébergent, quoi, donc c'est pas clean, même pour la vie privée des internautes de tes clients. Tu vois le truc. Framer, là-dessus, est assez intéressant, par exemple, contrairement à Wix ou d'autres plateformes de code, c'est qu'il respecte les RGPD et du coup, on n'a pas besoin d'afficher de cookies nativement. Voilà. Mais je suis d'accord, on peut diverger sur ce second thème qui est la souveraineté numérique. Et là, c'est vrai que c'est un point en plus pour Silex et que Framer, voilà, on ne peut pas choisir où on met nos données, même si eux, ils permettent de la localisation et d'avoir nos données sur des serveurs en Europe. Ça n'empêche pas que ça reste une technologie américaine et par rapport au contexte actuel, on peut avoir facilement de la pression du côté des américains pour nous dire vous ne pouvez plus utiliser nos services. Et donc le jour de demain, j'ai une expression en espagnol qui me vient, donc je ne sais pas, dia de mañana, le jour de demain, non. D'un jour à l'autre, en tout cas, on peut se retrouver à être coupé de nos services et de ne pas pouvoir posséder vraiment nos sites web. Et c'est terminé. Ouais. Ouais, là dans ce que tu dis, moi j'entends deux trucs aussi. C'est effectivement, par exemple, si toi donc tu vas réaliser pour une agence un truc Framer, ils vont kiffer et ils vont l'utiliser et eux ils sont une grosse boîte par exemple, tu vois. Et ben là derrière, ouais, le problème c'est pas que le site de l'internaute, c'est qui effectivement peut être hébergé en France, mais bon, ça reste une boîte américaine. Et là du coup tu formes des gens à un outil qui est propriétaire, qui est américain, tu rends des gens accros à un service qui est effectivement pas du tout, voilà, qui ça se trouve du jour au lendemain, bon déjà ils vont changer leurs tarifs, c'est sûr, ils le font tous, donc ça va augmenter, en général ça diminue jamais, et puis du jour au lendemain, du coup ils te prennent un peu en otage sur l'hébergement, sur le coût de l'outil, un peu à la Adobe là, qui a fait des abonnements maintenant, etc. Et ouais, c'est pas très pérenne, quoi. C'est un peu dangereux de jouer avec ça. Si tu as Trump qui fait vraiment de la merde, et ben nos sites peuvent être down. Nos outils de production peuvent être HS aussi, et on peut être mis dehors de nos propres outils de production, et on possède rien, et du jour au lendemain on se retrouve avec des sites qu'on ne pourra pas réimporter dans quoi que ce soit, et ouais, c'est dramatique, c'est sûr, c'est chaud. C'est chaud tendu pour les internautes, pour les agences, surtout t'imagines une grosse agence. Là, nous, chez Internet 2000, au début, on s'est posé la question, tiens, on pourrait faire du Webflow. Alors, bon, ça a été un non catégorique, puisque même au front-end, ils sont nuls en éco-conception, les sites sont lourds, il y a du jQuery et tout. Mais on s'est quand même posé la question, et puis en fait, un an après qu'on ait décidé de finalement pas l'utiliser, de relancer la V3 de Silex, d'investir tout ce qu'on a dans Silex, et ben un an après, ils ont commencé à changer les tarifs et tout. Nous, avec les clients qu'on a, ça aurait été juste la fin, quoi, parce que on a des PME, des TPE, et il y a certaines PME, en fonction de ce que tu as dans la base de données, le tarif, il pouvait genre doubler, quoi. Tu vois, parce qu'ils ont changé la manière de calculer combien tu payes. Et Webflow, si tu dépasses un certain nombre d'éléments dans la base de données, tu changes de plan. T'imagines le truc. Et voilà. C'est pareil. C'est pareil pour Framer. Après, voilà, t'as pas de frais de maintenance, par exemple. Tu as la possibilité, aussi. C'est quand même beaucoup moins cher de développer un site web qui ça, c'est le gros intérêt de Framer, c'est que c'est un Figma.
Donc, c'est-à-dire que c'est un design, une capacité de design qui est illimitée, on va dire. Donc, si tu veux être impactant au niveau visuel et avoir installé une liberté, au moins la liberté de créer ce que tu veux comme tu veux pour avoir justement une expérience utilisateur qui est la plus poussée, en tout cas où tu peux, en tout cas aller où tu veux. J'ai pas eu l'impression que sur Silex, on pouvait avoir aussi facilement la possibilité d'avoir des animations. Par exemple, moi, sans avoir de formation, je peux faire une page web. Donc, du coup, c'est peut-être pas cher parce que j'ai pas de formation. Mais si il faut passer par des développeurs donc, qui sont experts dans Java, TypeScript, pour pouvoir développer des animations très poussées, ça peut coûter vite très cher pour des petites entreprises. Et justement, c'est là où je vois aussi l'intérêt, c'est que c'est la barrière à l'entrée pour pouvoir lancer un projet, une start-up ou je sais pas, un petit business local qu'on a envie de faire évoluer, elle est peut-être plus basse si tu passes par Framer que ou Wix ou d'autres, même si je ne recommanderais pas Wix, mais voilà, par Framer ou par Webflow, que si tu passes par Silex. Ou Elementor ou d'autres trucs. Ouais. Oui. Ouais. Mais alors attends, tu as dit beaucoup de choses. La partie, il n'y a pas de. Tu disais, il n'y a pas de frais de maintenance. Enfin, il n'y a pas de maintenance à faire en fait. Mais ça, c'est vrai aussi pour Silex. Si tu utilises la version en ligne, tu perds ton. Comme avec Framer, tu perds du coup ta souveraineté, tu perds le contrôle de où tu es hébergé, tu perds plein de choses au niveau éco, etc., au niveau sustainability, mais tu n'as pas de maintenance. Mais ça, tu peux pas avoir à la fois la souveraineté, savoir où tu es hébergé, choisir exactement tous les composants de ton truc, et en plus ne pas avoir de maintenance. Parce que du coup, vous êtes hébergé en Europe ou pas? Avec le service là. Le service V3, Silex lui-même est hébergé sur de l'énergie renouvelable chez Infomaniac. D'accord. Ah bah tiens. Voilà. Par contre, les sites que tu produis avec Silex et tes données, elles sont chez GitLab. Et GitLab, c'est une entreprise américaine. Et qui fait de l'open core. Donc bon, on pense à le dégager, mais il y a beaucoup d'avantages à ça. Bon, voilà. Le fait que tu puisses sans problème très rapidement en fait héberger ton site ailleurs, automatiquement, quasiment. Enfin, après, l'expérience sera la même, mais il faut que tu achètes un hébergement ailleurs. Donc chez Infomaniac, tu peux très bien héberger tes sites Silex. Pas de souci. Ce sera la même expérience. Tu as un petit setup à faire au début et après, c'est pareil. Mais voilà, de base, si tu ne fais rien, c'est plus simple, mais tu choisis pas où sont les éléments, quoi. Voilà. Après, par contre, dans ce que tu as dit, le truc que n'a pas Silex, et c'est vrai que là, de ce que j'en comprends, Framer, là, sans problème, c'est la courbe d'apprentissage. Framer, tu l'apprends, c'est une sorte de PowerPoint ou de Figma, et puis à la fin, ça te fait un site. Ça, ce ne sera pas le cas avec Silex. Silex, c'est la programmation visuelle, donc c'est du HTML, CSS. Tu es obligé d'apprendre le HTML, CSS, même si tu n'apprends pas la syntaxe, au moins les concepts pour pouvoir faire du Silex. D'accord. Il n'y a pas la possibilité de simplifier. Il n'y a pas la volonté de simplifier, non. En fait, on ne veut pas parce que, en fait, Silex, ça a été beaucoup utilisé aussi pour faire. On allait dans les banlieues, les quartiers chauds à Paris. Faire des initiations au web design avec Silex, par exemple. Ouais. Et tu veux pas apprendre aux gens qui connaissent rien, tu veux pas leur apprendre à utiliser un truc qui après, s'ils veulent vraiment l'utiliser, ils doivent payer. Tu vois, ça se trouve, il aura fermé le temps qu'ils arrivent sur le marché du travail. Enfin, tu veux pas faire ça. Tu veux qu'ils puissent après évoluer vers du code. Du coup, moi, tu me dis que c'est possible que Silex se ferme. Tout à fait, mais tout ce que tu auras appris pourra te servir pour faire du code. Ok, non, pour faire d'autres. Pour faire du Webflow, par exemple. Puisque Webflow, c'est très similaire. C'est du HTML, CSS aussi, Webflow. En fait, tu es très proche de. Et un autre truc que n'a pas Silex et que tu as dit là, c'est les animations. Et pour le coup, Webflow les a, les animations. Attention, les animations, ça te défonce
c'est le pire en termes de… Avec les fontes et les animations, c'est le pire en termes de sustainabilité, d'éco-conception. C'est le pire parce que c'est du CSS, c'est ton écran, il est mis à jour en permanence, etc. Et ça pompe ta batterie, ça pompe l'écologie. Mais c'est pas pour ça que c'est pas dans Silex, c'est parce que c'est hyper compliqué à coder, en fait. Un truc vraiment simple pour faire des animations, ça prend du temps. Et puis finalement, là, nous, quand on a vraiment besoin de faire ça, on copie-colle 3 lignes de code que tu regardes sur Internet, que tu copie-colles, et ça te fait, en fait, en vrai, la même chose, quoi. Voilà. Et du coup, donc, ce serait pas intéressant de développer. Bon, je pense que ce serait pas intéressant de développer quelque chose qui soit encore plus simple, et du coup, qui ait une barrière à l'entrée qui soit plus basse. Bon, si l'objectif c'est que ce soit le plus inclusif possible, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de… Alors oui, c'est bien d'apprendre le code, mais est-ce que c'est pas dans un deuxième temps? Moi, par exemple, je le vois. J'ai pu passer à travers un plugin grâce à l'intelligence artificielle. J'ai pu faire mon call API alors que j'ai jamais été formé là-dessus, mais j'ai quand même pu faire un call API pour pouvoir obtenir ce que j'avais besoin sur un projet open source dans Bubble. Et du coup, voilà, pour moi, si mon idée c'est d'être indépendant le plus tôt possible, de pouvoir imaginons que j'ai aucune formation avant. Je pense que c'est peut-être plus simple, voilà, en plus, avec l'arrivée du vibe coding, tout ça, c'est plus simple ma cour d'apprentissage de la lisser un petit peu plus. Et vas-y. Alors ouais, j'ai un truc, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors déjà, Bubble, c'est à peu près la même courbe d'apprentissage que Webflow et Silex, c'est-à-dire c'est des trucs hyper durs à apprendre. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, tu as trouvé ça simple, toi, Bubble? Bubble, ouais, ça va. Bon, je connais pas Webflow, mais non, bah oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais par rapport à du code, oui, par rapport voilà, mais c'est pareil. Hein. Ah oui, d'accord. Alors en fait, Silex, c'est pas du code. C'est pas du code. C'est les mêmes concepts. On veut, tu vois, c'est le même vocabulaire et c'est les mêmes concepts. Mais en vrai, la courbe d'apprentissage, on parle de HTML, CSS, on ne parle pas de, tu vois, de C++ ou d'assembleur. Hein. La courbe d'apprentissage, en vrai, elle est quand même… Je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, toi qui as appris Enfin, voilà, tu connaissais déjà du CSS avant, mais c'était… Voilà, enfin, j'en sais rien. Ah ouais, moi, je suis graphiste de formation et je connaissais un peu WordPress. Du coup, j'avais touché au CSS pour modifier des thèmes et des trucs comme ça. Mais après, Silex, moi, j'utilise sans avoir de connaissances en JavaScript ou en code particulier. C'est vrai que tu as des outils qui t'aident à créer ce que tu veux. Dans Silex, tu es vachement aiguillé sur, comme je t'ai montré tout à l'heure, on a été très rapide. Tu vois, tu as créé ta base et Silex, lui, il te dit, bah, il y a tel endroit, il y a tel truc. Il y a tel texte, il y a telle image, et du coup, après, tu sais que tu as ton image et tu peux la manipuler, mais sans avoir tapé du texte en disant va chercher telle image à tel endroit. Du coup, ça évite de se tromper en plus, mais c'est vrai que t'es vachement aidé quand même. Ouais, putain. Ouais, voilà. En fait, tu vois, en fait, la différence entre moi, je dis que s'il y a une courbe d'apprentissage, c'est par rapport à un PowerPoint ou un Figma. Tu vois. Mais on est pile poil, à mon sens, entre Figma ou PowerPoint et du HTML, CSS à la main. Tu vois. Et derrière, plus loin encore, tu as le JavaScript, tu as d'autres trucs, tu as plein d'autres choses. Quoi. Mais Silex, justement, pour moi, il y a un bon premier pas. Et la différence, par exemple, si tu apprends un Figma au début, si Figma faisait des sites internet, ce qu'il fait un peu, mais. Ce qu'il va faire maintenant, ouais. Bon, voilà, ce sera probablement pas très sérieux, mais pour des raisons techniques, en fait, c'est que la façon dont c'est construit, il n'y a pas de box model, simplement, déjà. Donc, du coup, ça va donner des sites qui seront probablement pas très sérieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est eux, par contre, ils ont un vocabulaire qui est, tu vois, un peu web, pas vraiment. Tu as des margins, mais une margin dans Figma, c'est pas les vrais margins comme tu as dans le CSS. Et du coup, en fait, c'est juste dommage d'apprendre des trucs, puis après de devoir les désapprendre si tu te mets au code.
Tu vois. Donc Silex est vraiment pile poil entre les deux. Voilà. Après, dans Silex, à un moment, on faisait des templates et des choses comme ça, ce qui permettait aussi, à la rigueur, à des gens de rapidement faire un CV ou télécharger un template et avoir déjà le truc à remplir et de mettre déjà un pied un peu dans l'outil Silex. C'est peut-être voilà, ce qui pourrait être fait aussi. Ouais, ce serait pas mal de refaire ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et à un moment, Pierre, tu as parlé de vibe coding aussi. Donc, le vibe coding, c'est le fait de faire des apps ou des sites à partir d'un prompt. Donc, tu tapes un prompt, tu dis fais-moi ça, puis après, tu itères sur une idée. En fait, c'est Alexis de No Code France de Contournement qui dit ça. Et je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que le no-code et le vibe coding vont en fait ne faire qu'un d'ici très peu de temps, si ce n'est pas déjà le cas, quoi. C'est-à-dire que du vibe coding sans un outil d'édition qui te permet après d'aller retoucher le moindre truc à la main, c'est pas sérieux. Si pour changer une margin, tu es obligé d'aller dire à ton IA, alors sélectionne celui-là, va lui faire ci, nanana, misère. Donc, à la fin, je pense que... Ouais, vas-y. Ça commence sur Framer déjà. Depuis un mois, ils ont intégré... il y a une partie qui s'appelle Wireframe. Donc, voilà, pour faire des wireframes, en gros, pour préparer... Moi, je trouve pas ça très utile, mais pour préparer une page web globale, avoir ces sections qui sont déjà préparées. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour une équipe de marketing qui n'y connaît rien, va juste dire, je veux faire mon site web landing page. Hein, donc, ils vont pouvoir rentrer très facilement dans une image de leur site web sans avoir à toucher un margin ou quoi que ce soit, et que ce soit déjà responsive. Donc ça, c'est intéressant pour eux. Et sinon, l'étape suivante, donc, du vibe coding, là, on est plus sur du vibe coding, et d'ailleurs, ils intègrent Claude à l'intérieur. Il s'appelle... j'ai plus le terme. Bon, c'est un quelque chose. Un copilote, quoi. Ils appellent ça souvent copilote. Une sorte de copilote, voilà. Ou, par exemple, je vais demander, j'ai fait le test, crée-moi un Tetris à l'intérieur de Framer. Voilà. Je veux que ce soit en telle couleur. Ah oui, d'accord. Et là, il me fait un Tetris. Je ne sais pas comment c'est fait derrière. Après, je peux lui demander petit à petit d'en rajouter des paramètres que je peux modifier. Voilà. Et ensuite, j'ai presque un mini application à l'intérieur. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être autre chose beaucoup plus léger. Dire, je veux cette animation, et il va me créer une animation. Donc, c'est quand même... oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça, du coup, ça va arriver dans Silex aussi. Et là, ça descendra probablement un peu la barrière aussi. Si on a des templates plus ça, vraiment, la courbe d'apprentissage, elle n'est pas ouf. Moi c'est juste que les débutants, les gens en général, si tu n'as pas une expérience dans le no-code ou dans le code, commencer par Silex, c'est possible, mais il faut avoir un peu de temps. Voilà, il faut avoir un peu de temps. Et c'est même bien, mais il faut avoir un peu de temps. Et il faut avoir un projet. Hein, voilà. Mais là, si en plus il y a l'IA à l'intérieur, bon, on verra parce qu'il faut que nous, il ne faut pas que Silex il fasse la promotion de code fermé. Ça, c'est hors de question. Il faut que, bon, c'est possible qu'on reste ouvert sur, oui, tu mets n'importe, tu sais, tu as un truc haut la main qui te permet d'avoir n'importe quelle IA derrière, en fait. Donc, on pourra choisir des modèles qui sont propriétaires probablement. Mais de base, il nous faudrait un truc open source, quoi, que tu puisses auto-héberger aussi si tu as envie, que le Silex Desktop, il te permette d'avoir en local ton modèle, quoi. Ça, ce serait cool. Ouais. Alors après, nous, je pense pas que ça permettra de faire des Tetris et tout, mais par contre, de dire oui, je veux une section, modifie-moi cette section, mets-moi du contenu random dans les trucs, construis-moi une expression, parce qu'on a un système d'expression pour lier ça à ton CMS, tu vois. Puis par exemple, si tu veux faire en sorte que faire une boucle, par exemple, sur des collections que tu as dans ton CMS, ou faire rétrécir, garantir que ton texte il est coupé au bout d'un moment à une certaine longueur, des trucs comme ça. On a des petites fonctions, des trucs comme ça aussi. Tout ça, tu pourras le faire en IA, c'est sûr. C'est une question de temps. Hein. C'est vraiment simple à faire. Mais il faut le faire bien, il faut prendre le temps de le faire et tout. Il y a aussi beaucoup de gens, je pense, en tout cas chez les libristes, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'IA, tout simplement. Bim. Donc, moi, je pense vraiment que un Silex sans IA n'aura pas de sens dans le futur. Mais
Mais je pense que ça doit rester quand même une option. Tu dois pouvoir le désactiver et t'en servir sans. Et si tu veux faire juste ton CV, par exemple, qui a un petit bout de site statique à une page, tu n'as pas besoin d'un CMS, ça doit être une option. Tu n'as pas besoin d'une IA, ça doit être une option. Voilà, quoi. Ok. Et, bon, si on peut terminer là-dessus, du coup, petit terminé parce que je pense que c'est déjà bien l'heure. Mais la vocation de Silex sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a un lieu précis où vous voulez arriver? C'est une très bonne question, carrément. Donc, il y a la partie technique, donc c'est ça, là, tu vois. Là, en fait, je suis en train, moi, de bosser. Je viens de finir un truc qui permet vraiment de faire des CSS avancés, un sélecteur CSS avancé. Okay, bon, ça, c'est un truc. Après, il y a Silex Desktop, il va falloir y venir parce que tout le monde l'a demandé. Et puis, l'étape d'après, ça va être probablement l'intelligence artificielle, faire de Silex un vrai outil en local, en ligne, que tu peux avoir de manière souveraine ou que tu peux avoir sans maintenance, etc. Voilà, donc continuer sur la même lancée. Mais ça, c'est la partie technique. Le vrai truc intéressant, il est aussi sur la partie qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, pour l'instant, Silex, il y a une association derrière qui s'appelle Silex Labs et qui a les droits sur le logiciel. Mais là, actuellement, on est 2 contributeurs codeurs. Il n'y a que 2 personnes, que deux développeurs qui font ça. D'ailleurs, ça prouve, et c'est un truc intéressant, je trouve, dans Silex, c'est que tu peux faire un outil qu'on peut utiliser en prod, etc., mais qui repose sur très peu de moyens. Il y a des sponsors, voilà, il y a Internet 2000 qui met quand même de l'argent, puisqu'elle met de mon temps dedans, et du temps de Brice aussi de temps en temps, etc. Mais l'avenir, c'est pas que ce soit que deux contributeurs. Donc, d'une part, il y a qu'est-ce qu'on va faire avec Internet 2000. Nous, on se demande si on va pas monter une offre avec le studio web. En fait, alors, je reprends. Dans 5 ans, il faut absolument qu'il y ait d'autres contributeurs. Pour qu'il y ait d'autres contributeurs, il faut qu'il y ait des freelances et des agences qui utilisent Silex et qui, du coup, soient prêts à mettre un peu de temps pour gagner du temps, tout simplement. C'est comme ça que marchent plein d'outils open source. Et pour que des agences et des freelances adoptent Silex sur leur activité principale, comme ce qu'on fait chez Internet 2000, ou comme ce que fait Brice quand il est freelance, ou comme d'autres qui font ça, mais ça reste peu de gens, finalement, il doit y avoir une dizaine de freelances qui l'utilisent. Pour que tout le monde puisse l'utiliser comme ça, il faut que... je me suis un peu perdu, mais il faut qu'on monte une offre professionnelle pour les agences, en fait, les grosses agences, un peu plus grosses en tout cas, de support. Il faut qu'il y ait du support payant pour qu'ils puissent être sûr qu'en cas de problème, il y ait quelqu'un qui puisse leur faire du support, de la formation, et qu'on ait des SLA, tu vois, une garantie que le truc il marche et que s'il y a un problème, quelqu'un va intervenir pour le remettre sur pied si jamais il est down. Par exemple, récemment, notre hébergeur a plié. On n'était pas chez Infomaniac avant, on était chez un autre hébergeur qui avait un meilleur bilan carbone. Ils ont plié du jour au lendemain, tout c'est fini. Heureusement que nous, on était là, qu'on l'utilise professionnellement. Et une grosse agence, ils vont avoir besoin d'avoir un contrat avec quelqu'un qui dit oui, si l'hébergeur ferme, quelqu'un va déplacer Silex sur ou bien même de l'infogérance, c'est-à-dire que je suis une grosse agence avec beaucoup de développeurs, ou de développeurs no-code, je vais avoir envie d'avoir un contrat avec quelqu'un qui me garantit que mes serveurs, tu vois, qui fait la maintenance pour moi, etc. Ce qui coûtera toujours moins cher que d'aller chez Webflow, par exemple. C'est là que c'est dingue. Mais Webflow, ils ont des investisseurs et ils dépensent beaucoup d'argent à faire du marketing. Voilà, c'est ça que tu payes. Justement, moi, c'était une des questions que j'avais en tête. Pour devenir un acteur, je ne sais pas à quelle échelle vous voulez être, un acteur européen, un acteur français, un national, international. C'est en train de laguer chez toi. De savoir si justement vous voulez continuer à être indépendant, ou peut-être vous associer à des acteurs plus grands. J'avais pensé justement à Infomaniac, j'avais pensé à Odoo, qui sont sur du open source et qui proposent du coup du service, donc open core, ce que tu m'as expliqué en début. Est-ce que ce serait pas intéressant justement ils ont leur propre
leur propre constructeur de sites. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant justement d'être la partie écologique, moins souveraine je ne sais pas s'il nous entend encore, Alex. je pense qu'on lui a demandé de bouger l'endroit où il était. Il octempère gentiment. En tout cas, de s'associer avec d'autres acteurs. Et puis, mais oui, j'ai tout entendu. Ouais. D'accord. Et donc, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est pour faire adopter. J'ai eu, par exemple, le modèle économique. Je pense que ça va être la même chose chez Webflow, mais de Framer, était de dire, nous, on va attirer des designers. C'est eux qui nous intéressent en premier, parce que c'est les premiers dans la ligne de front pour accéder au client final. Et voilà. Et on va, en gros, faire de l'affiliation, beaucoup d'affiliation, du sponsorship, et puis, surtout, le système de marketplace de template, dont vous avez parlé avant, où il va y avoir la rémunération. Il y aura autant sur des... Donc, il faut savoir, sur Framer, on a autant des rémunérations sur des templates payants. Donc, c'est-à-dire que, et en plus, c'est du 100%, c'est-à-dire que si tu vends ton template 100 balles, c'est 100 balles dans ta poche. Si tu fais du gratuit, ça reste, tu continues à avoir une commission qui reçoit en gros 50% de ce que tu vas dépenser chez Framer. Que ce soit payant ou gratuit, tu es intéressé. Donc, forcément, tu as beaucoup de designers qui sont... Et c'est d'ailleurs un business qui est beaucoup répandu sur YouTube. On voit, vous faites votre business avec Framer en créant vos propres templates et vous allez avoir un revenu passif. Et du coup, ça attire vachement de personnes. Et du coup, vous, comment vous faites à votre échelle pour pouvoir attirer et dire, voilà, Silex, c'est un outil qui va durer, qui va être maintenu, qui est sûr et qui en plus est écolo et souverain. Comment vous attirez les gens? Comment vous allez... Alors, nous, on n'a pas besoin... Alors, c'est vachement aussi intéressant ce que tu dis, parce que nous, on n'a pas besoin d'utilisateurs. Un utilisateur nous rapporte 0. Donc, on n'a pas besoin d'utilisateurs. Oui. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est des contributeurs. Et ça change un peu tout. Alors, il faut savoir que, tu vois, par exemple, là, ce que tu as décrit, là, donc, actuellement, c'est vrai que c'est intéressant. Tu vends une template, tu vends une template gratuite, 0 €, et toi, tu te fais de l'argent. C'est génial. Oui. Et ça me rappelle les débuts d'Uber, tu vois. Uber, c'était génial au début. Il y a des gars qui étaient des gars que j'ai connus qui faisaient plein de blé avec Uber. Airbnb, pareil. C'était génial. C'est fini tout ça. Ce sera fini sur Framer un jour. Ça va finir. Tu as conscience que c'est pas la teuf, quoi. Après, c'est de l'affiliation. Tu vends un truc 0 € et tu te fais de l'argent. Ouais. C'est leur coût d'acquisition, en fait. C'est leur coût d'acquisition. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais pareil. Mais de la concurrence, ils seront obligés. Ouais, mais tu vois bien que ça ne se passe pas comme ça dans la pratique, ça se passe jamais comme ça. Moi, ça fait 20 ans que je bosse pour des startups. C'est toujours pareil. C'est la teuf, et jusqu'au moment où ça l'est plus du tout. Voilà. Et donc, bon, en tout cas, dans Silex, on n'a pas besoin de se prendre la tête comme ça, de faire des trucs compliqués, d'attirer les gens, de machin et tout. On n'a vraiment pas besoin. On n'a pas les moyens, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de marketing. Il n'y a personne qui réfléchit à l'image de marque, à part Brice de temps en temps quand il fait un logo. Et encore, voilà. Et bon, on ne se prend pas la tête. On se prend pas la tête. On n'a pas besoin de tout ça. Silex, ça fait 20 ans qu'il existe. Il y a eu des fois 10 ans pendant lesquels il n'y a eu aucune rentrée d'argent et il était toujours là. Là, il y a des gens qui m'ont écrit un email. Le mec, il me dit j'utilise Silex pour faire un truc pour un client et tout. Alors je lui dis c'est génial. Et il voulait un renseignement sur un truc. Bon, bref. Et je lui dis mais dans quel cadre tu utilises? Et il me dit non, mais moi je suis toujours sur Silex d'il y a longtemps. J'utilise un Silex qui a 10 ans, tu vois. Le mec, ça lui va très bien. Il est sur un vieux Silex pour son client. C'était à l'époque où il y avait déjà un Silex desktop, donc il va revenir. Donc du coup, il n'a même pas besoin de l'hébergement, rien du tout, tu vois. Et ben voilà, c'est cool. C'est cool, il n'y a pas toujours besoin de se prendre trop la tête, en fait. Ouais, non, mais, nous, ce qui nous intéresse... Mais je comprends que Silex n'a pas besoin de ça pour survivre. Il va très bien, on va dire, justement porté par
par donc, 10 freelances et quelques agences, en gros, c'est ce que tu m'as dit avant. Et donc ça, ouais, c'est pas très bien. Mais par contre, s'il veut accomplir la mission d'être... je sais pas si, justement, c'était ma question avant, est-ce que vous voulez accomplir la mission d'être un acteur qui contrebalance les pouvoirs? Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Silex, c'est de dire on a peut-être une alternative à long terme aux GAFAM et voilà, aux produits américains, parce que c'est la question du jour. Ouais, alors, en fait, le truc, c'est que nous, notre ambition, tout de suite, c'est de faire des bons sites éco-conçus avec Internet 2000 et de former des gens qui sinon feraient autre chose. Donc, c'est un truc que nous, on a le nez dans notre guidon tout le temps. En fait, l'open source, c'est vraiment à l'envers par rapport aux propriétaires. Ça demande une gymnastique quand on est habitué aux propriétaires qui est un peu bizarre. Mais c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a vraiment le nez dans du concret tout de suite maintenant. Donc, si par exemple, il y a une nouvelle feature dans Silex, tu peux être sûr que c'est qu'il y a quelqu'un qui en avait besoin tout de suite maintenant pour un truc très précis, un client, ou juste pour apprendre à faire quelque chose et qui a décidé de faire cette feature. Et par contre, le truc de l'open source, c'est que c'est organique, en fait. Donc, moi, évidemment, je me dis, j'aimerais bien qu'un jour, tu vois, enfin, moi j'aime pas le modèle propriétaire. J'aime pas ça, c'est bon pour personne. C'est bon ni pour les internautes, ni pour les gens qui l'utilisent, les web designers, ni pour la planète, ni pour notre système, ni pour la France, ni pour l'Europe. Bon, c'est vraiment de la merde, en fait. Donc oui, bien sûr, mais il n'y a rien qui sera fait dans ce sens-là. Par contre, entre les deux, donc entre on veut vraiment être suffisamment gros pour que Webflow s'inquiète, ce qui serait marrant, et puis on s'en fout, on a juste là des clients et on veut les maintenir, et voilà. Entre les deux, tu as le truc qui est, que je disais avant, qui est que là, dans 5 ans, Silex, il a besoin d'autres gens que nous. Parce que nous, on fera peut-être autre chose, parce qu'avant nous, il y avait l'association et tout, il y a plein de gens qui s'étaient investis, qui sont partis, qui sont revenus, qui machin, en général, qui sont surtout partis. Et il va falloir qu'on ait des contributeurs. Et c'est comme ça que fonctionnent plein d'autres outils dont on peut s'inspirer. Par exemple, si tu prends, je sais pas, tu prends par exemple Blender. Blender, c'est un outil de 3D, je sais pas si tu vois. Bah oui, tu es architecte. Oui, tu dois. Je connais Blender, ouais. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais je connais. Ouais, Blender, c'est génial comme truc. Ils ont vraiment révolutionné leur industrie du cinéma, etc. Mais ils sont totalement libres et open source. Il y a une association derrière. Et en fait, ce qui fait que ça tourne, c'est pas forcément le nombre d'utilisateurs, le nombre de studios qui l'utilisent. C'est le nombre de gens qui vont contribuer, quoi. Et ça, c'est très différent d'avoir des utilisateurs et des contributeurs. Et donc là, le challenge pour Silex, c'est d'arriver quand même à avoir une vision un peu long terme ou moyen terme, on va dire, pour avoir des contributeurs. Et c'est pour ça qu'on fait ce live, par exemple. C'est pas pour avoir des utilisateurs. Et c'est pour ça que je conseille pas forcément toujours Silex, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas que quelqu'un utilise Silex, ça va plus me demander du travail qu'autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un soit passionné et a envie de faire des choses et du coup devienne un contributeur, en fait, ou une contributrice. Voilà. C'est une petite nuance, mais ça change tout, quoi. Voilà. Du coup, par exemple, moi, comment je pourrais être contributeur à mon échelle, sachant que je ne connais pas le code, que je ne connais pas HTML, que je ne connais pas CSS? Eh ben, en testant canary.silex.me et en me disant les bugs qu'il y a sur ton site, si tu en as fait un, ou comme ça, les bugs que tu vois, par exemple, tu vois. Ou en faisant ce live avec nous, tu vois, en nous donnant, ou en nous disant, tiens, sur Framer, ils ont un truc, ça change tout, c'est hyper important, ça me fait gagner en productivité. Alors là, oui, ça nous intéresse. Par contre, si il y a beaucoup de gens, d'utilisateurs qui vont aller dire, ouais, bah moi, sur tel outil, c'est plus user-friendly, c'est plus beau, Silex, ça a l'air des années 90. On nous le dit régulièrement. Ouais, mais ça, on s'en fout, en fait, parce que nous, qu'il soit beau, on s'en fout, en vrai. Alors, c'est important que ce soit beau, Alex, quand même. C'est ça. C'est important que ce soit fonctionnel et que ça inspire un peu confiance, un minimum. Voilà. Non, on peut faire des beaux sites avec Silex. Hein. Ah, qu'on puisse faire des beaux sites avec Silex, ça c'est important, effectivement. Oui. Voilà, ça c'est important. Mais après que la drop-down, elle soit pas, tu vois, que tu as un petit truc, bah, on n'a pas le budget, l'envie, la passion pour faire des trucs, tu vois. Voilà. Après, vu que tu fais tout toi-même,
tu peux tout faire en fait. Il n'y a juste pas peut-être des outils, oui, du JS ou des trucs qui font appel à des librairies, mais je pense que tu peux tout faire avec, donc il y a moyen de faire des choses belles. Ouais. Ouais, bah, comme disait Pierre, on est très libre, quoi, probablement comme dans Framer. Tu peux vraiment faire tout ce que tu peux imaginer, quoi. Après, s'il veut participer aussi, il y a des chats, il y a des endroits où on peut discuter, si tu as des idées sur le futur, sur telle orientation. Donc depuis le site silex.me, tu peux avoir après accès à plein de communautés. Et voilà, ouais. Donc, chacun peut participer. Il y a un Slack dans No Code France de Silex ou pas? Alors oui. Ah. Tu savais ça, Brice, ou pas? Bah, je sais qu'on est sur que je reçois des messages régulièrement de Slack, mais je sais pas s'il y a un truc dédié. Il y a carrément un channel, c'est Alexis qui a fait ça, un channel sur No Code France, ouais. Mais il y a aussi parce que bon, Slack c'est propriétaire, donc il y a aussi un Mattermost qui est open core, mais bon. Bref, donc tu as le choix, c'est Slack, No Code France ou Mattermost. Ok. Ouais, sur silex.me, tu trouveras les trucs. Ben écoute, il y a Xavier qui nous dit un truc. Ah, pardon. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on dépasse un petit peu, messieurs. Alors, je sais pas si on a le droit Je sais pas si on a le droit de dépasser autant, mais pour l'instant, en général, on finit, Brice, par, tu te rappelles, en général, on dit les prochains events No Code France qui ont lieu sur Twitch. C'est vrai. Là, je pense que tout le monde est parti. De toute façon, là, on a dû épuiser tout le monde. Ça fait 1h30 qu'on part. Mais bah, c'est toujours les web qui font des émissions tous les. Le lundi à 13h, heure française. Voilà. Ouais. Ah oui, merci, parce que moi, j'ai pas l'heure française. Et après, il y a Alexis qui fait sa matinale régulièrement enfin, abonnez-vous, quoi. Puis vous serez comment dire, notifié. Voilà. Il y a un truc sur Airtable. Ah, il n'y a personne après. Donc, oui, on avait vu qu'il n'y avait personne après, qu'on pouvait déborder. Mais après, vu que c'est en replay, je ne veux pas non plus qu'on fasse un replay. Enfin, après, la discussion est très intéressante, hein, mais. Et Pierre, si jamais quelqu'un veut t'embaucher là pour une mission, il doit faire comment? Il me cherche sur LinkedIn ou sur Malte ou je sais pas si. Voilà. Il y a le site internet ici. Site internet. Mon nom de famille n'est pas très facile, désolé. Mais faut faire avec ce qu'on a. Hein. Désolé. Nom de famille. Toi, c'est plus simple. Moi, Martin, c'est encore plus simple. Encore plus simple. Mais bon. Eh ben parfait. En tout cas, merci bien Pierre pour toutes ces questions sur le futur et tout. C'est vrai qu'on a rarement. Mais grave, c'est vraiment original comme question et tout. Ouais. La souveraineté, l'éco-conception. C'est vrai que l'éco-conception, c'est vraiment le cœur du métier. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis orienté depuis le graphisme vers des sites pour essayer de faire en sorte que les sites consomment le moins possible. Et c'est vrai que c'est un enjeu quand même de plus en plus important. C'est vrai que c'est des questions cruciales. Moi, j'aimerais bien pouvoir proposer du silex aussi de mon côté, mais voilà, je ne sais pas si j'en ai. Bon, je vais le tester et je vous dirai. Mais en gros, j'aimerais bien avoir une corde en plus à mon arc. Dire, j'ai du Bubble pour faire de la web app, j'ai du Framer pour des clients qui leur un peu plus que ce soit simple d'usage et avec beaucoup d'animation, parce que pour moi, ce sera peut-être le plus simple. Et pour ceux qui seront plus engagés, surtout moi, il y a beaucoup d'architectes qui revendiquent le côté écologique. J'aimerais bien pouvoir proposer une alternative qui soit la plus écologique possible. On va voir si ça va être Silex ou si ce sera autre chose plus tard, on verra, mais il faut que je le teste. Il y a peu d'autres alternatives. Mais tu es pile poil dans la cible, hein, parce que là maintenant, tu as une activité, tu es passionné, tu vois, la souveraineté, tous ces trucs-là, l'écologie, machin. Bon, donc du coup, si quelqu'un devient contributeur, ce sera probablement toi, quoi. Voilà. Ou des gens sur la même vibe que nous, quoi.
Bon, bah, c'est bien. Yes. Eh bien, parfait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Attends, je regarde rapido. Mais non, en soi. Ah bah tiens, j'avais ton site. Software, ça c'est bien. Non. C'est tout bien. Bon, bah, bon week-end à tous. Alex, bonne nuit à toi. Il est tard chez toi, je me semble. Bien tard. Ouais, je vous dis bonne nuit, je vais me coucher. Il y a un moment, ouais. Bon, bah, ciao. Et encore merci, Pierre, de ta visite. Ciao, ciao. Ciao, merci Pierre. Bonne soirée, bonne journée.